Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais revenir sur la saison de cyclisme qui vient de se terminer tout récemment. Alors que le Vélo d'Or a récompensé les cyclistes de l'année le 24 octobre dernier, il est temps de prendre du recul et de mettre en lumière quelques coureurs qui ont réalisé leur meilleure saison de leur carrière cette année. Nous ne verrons donc pas des coureurs comme Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Primož Roglič, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen, Adam Yates ou encore Tom Pidcock. Ni des coureuses comme Demi Vollering, Lorena Wiebes, Lotte Kopecky, Annemiek van Vleuten, Elisa Longo-Borghini, Gaia Realini, Juliette Labous, Marlene Reusser, Kasia Niewiadoma ou Alison Jackson. Ce serait trop facile. Énumérer leur long palmarès et autres accessites n'apporterait pas grand-chose. Pas de Sepp Kuss non plus, sa victoire sur la Vuelta l'exonère de se retrouver sur la liste qui va suivre. Son absence prouve bien le ridicule de ce Vélo d'Or, avec une liste de nominés sortie bien avant la fin de saison. Nous allons voir cependant des coureurs connus ayant réalisé une saison peut-être au-delà de leurs espérances, qui ont été éclipsés par les performances des fantastiques. Le premier qui va apparaître dans la liste est le français Christophe Laporte. Sa deuxième année au sein de la Jumbo-Visma aura été une vraie confirmation de ce qu'il avait déjà montré en 2022. Il aura gagné 5 fois cette année, soit une de plus que l'année précédente. Sa saison des classiques aura été couronnée de succès avec ses victoires sur Gand-Wevelgem et le Dwars-door-Vlaanderen. Son coéquipier Wout van Aert lui en aura offert une, tandis qu'il aura été le plus solide et le plus malin sur la deuxième. Il a aussi fini 3e sur l'Omloop Het Nieuwsblad derrière son coéquipier Dylan van Baarle et le prodige belge Arnaud Delis. Il a terminé 6e sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne en remportant le sprint du peloton. Il compte un top 10 sur Paris-Roubaix malgré une crevaison qui lui a ôté toute chance de bien figurer en étant éjecté du groupe des favoris. Il a aussi été acteur sur Milan-San Remo avec une 13e place et sur le Tour des Flandres avec une 14e place. Sa première course par étape, le Critérium du Dauphiné, aura servi de solide course de préparation pour celui qui tiendra un rôle d'équipier de luxe lors du Tour de France. Il scorera 2 fois sur la première étape en devançant Matteo Trentin et Rune Heregots et sur la 3e étape en reléguant derrière lui une nouvelle fois Matteo Trentin et Milan Menten. Il portera à cette occasion 3 jours le maillot de leader avec ses différents succès. Il rejoindra Paris pour le Tour de France aux côtés du vainqueur Jonas Vingegaard avec seulement 2 top 10 sur les arrivées à Bourg-en-Bresse et à Poligny. Sur la fin de saison, le succès reviendra en conquérant les étoiles devant ses coéquipiers Wout van Aert et Olaf Koy lors des championnats d'Europe au Vanberg. Il compte aussi une 6e place sur le Grand Prix cycliste de Québec et sur Paris-Tours, une 4e place sur la Lotto Phamen Ardennes Classic et une 5e place sur le Sparkassen Münsterland Giro. Il finit sa saison avec 46 jours de course, la plupart du temps au plus haut niveau. L'année prochaine sera encore différente où il devra prendre plus de poids avec la malheureuse retraite de Nathan Van Hooijdonk. Mais il en a les capacités à voir l'année prochaine sans hésitation. Le deuxième coureur qui aura fait une des meilleures saisons de sa vie est sans nul doute l'Américain Neilson Powless. Il a remporté le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, en devançant de plus d'1 minute ses poursuivants comme Valentin Ferron ou Brent Van Moer. La suite de son début de saison sera incroyable avec ses nombreuses places sur l'étoile de Bessèges Tour du Gard, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var et Paris-Nice. Il a notamment fini 2e derrière un autre invité de ce podcast au sommet du Mont Bouquet, ce qui lui permettra le jour suivant, à l'issue du contre-la-montre d'Alès, de remporter le classement général de cette épreuve. Il finit aussi 2e derrière Kevin Vauquelin à Ramatuelle et Mathias Kelmoz à Antibes lors de cette 2e course par étape française. Sa 5e place au col de la Couillole à presque 30 secondes de Tadej Pogačar et sa 6e place le jour suivant à Nice lui permettront de finir à la 6e place du classement général à près de 3 minutes du vainqueur, Tadej Pogačar. Les classiques auront aussi été une réussite à son niveau
avec un top 10 sur Milan-San Remo en arrivant dans le groupe pour la 5e place devancé par Søren Kragh Andersen et Mats Pedersen. Il finit 3e sur le Dwarsdorf-Vlaanderen derrière Christophe Laporte et le surprenant Hoyer Lascano, mais en devançant des coureurs comme Jasper Philipsen, Mats Pedersen ou Arnaud Delis. Il termine aussi 5e sur le Tour des Flandres, dans le groupe se jouant la 3e place, avec Mats Pedersen, Wout van Aert, Stefan Kung, Casper Asgreen et Fred Wright. Son Tour de Suisse et son Tour de France sont presque à oublier, malgré une 6e place au Puy-de-Dôme en échappée. Sa saison se finit presque comme elle avait commencé, avec une 4e place sur la Donostia San Sebastian Classicoa derrière Remco Evenepoel, Pello Bilbao et Alexander Vlasov. Il a aussi fini 11e lors des mondiaux de Glasgow, à près de 4 minutes du vainqueur, Mathieu Van Der Poel. Sa dernière performance notable est une 2e place lors de la Maryland Cycling Classic, derrière Matthias Kelmose. La saison suivante sera intéressante à suivre, avec les nouvelles recrues que son équipe a signées, comme Archie Ryan ou Rui Costa. Le 3e coureur à avoir l'honneur de se retrouver dans ce classement est le Danois Matthias Kelmose. Il a sûrement effectué la meilleure saison de sa carrière en répondant présent sur presque chaque course auquel il a participé. Il a commencé son année de la meilleure façon possible en terminant 2e du classement général de l'étoile de Bessèges Tour du Gard, derrière Nelson Poles, en ayant cependant remporté l'étape reine, celle du Mont Bouquet. Il a ensuite enchaîné avec le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, avec la 2e étape acquise au sprint à Antibes, devant Nelson Poles ou Kevin Vauquelin. Il compte 2 top 10 sur la Faune-Ardèche Classique et la Faune-Drôme Classique. Paris-Nice, avec son abandon lors de la 7e étape vers le col de la Couillole, est le seul point négatif de sa saison. Il reprend ensuite plus fort avec sa 3e place sur le Grand Prix Miguel Indurain, derrière Ion Izagirre et Sergio Higuita. Il a enchaîné avec le Tour du Pays Basque où il compte plusieurs top 10 contre quelques-uns des meilleurs coureurs du monde comme Jonas Vingegaard ou Enric Mas. Son triptyque ardennais est de toute beauté avec une 8e place sur l'Amstel Gold Race, une 2e place sur la Flèche Wallonne et une 9e place sur Liège-Bastogne-Liège. Il a aussi remporté le Tour de Suisse avec la 3e étape à la clé, avec l'arrivée à Villars-sur-Olon devant Félix Gall et Juan Ayuso. Son Tour de France aura été bien solide malgré une certaine déception pour quelqu'un qui venait jouer le général. Il s'est consolé en aidant son coéquipier Giulio Ciccone à remporter le maillot à pois. Il a enchaîné avec les mondiaux de Glasgow où il a terminé 14e à plus de 6 minutes du vainqueur Mathieu Van Der Poel. Il a remporté une étape sur le Tour de Danemark à Wegelé avant de terminer 2e au classement général derrière son coéquipier Mats Pedersen. Son dernier bouquet a été conquis sur le sol américain avec une victoire sur la Maryland Cycling Classic devant Nelson Poles et Hugo Hull. Il a terminé sa saison sur le même continent par les 2 classiques World Tour avec une 10e place à Québec et une 9e place à Montréal. 67 jours de course pour autant de bons résultats, ce sera difficile de faire mieux. Le 4e coureur présent dans ce classement n'est autre que le prodige belge Arnaud Delis, auteur de sa meilleure saison chez les professionnels. Il a remporté sa première classique World Tour devant Corbin Strong et Michael Matthews lors du Grand Prix cycliste de Québec. Il compte de nombreux top 10 d'étapes sur des courses du même niveau, 3 sur le Tour de Guangxi, 4 sur le Renewi Tour et 1 à Paris-Nice. Il compte aussi quelques bonnes performances sur des classiques World Tour avec une 2e place sur l'Omloop et Nieuwsblad derrière Dylan Van Baarle, une 6e place sur le Dwarsdorf-Vlaanderen, une 11e place sur Ersborn-Frankfurt et une 7e place sur la BMRC Classic. Hormis Québec, il compte 9 autres victoires, la Classica Comunitat Valenciana en début de saison, 2 victoires d'étape sur l'étoile de Bessèges Tour du Gard à Bellegarde et à Bessèges, le Grand Prix du Morbihan, une étape sur le Tour de Wallonie à Valcourt, la Polynormande, le Tour de Levin, le circuit franco-belge et la Lotto Famenne Ardennes Classique.
Il a toujours répondu présent dans ses objectifs, comme en atteste sa deuxième place sur la Classica de Almeria, derrière Matteo Moschetti, sa 7e place sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne ou la Flèche Brabançonne, sa 2e place sur le Trovro-Léon derrière Giacomo Nizzolo, sa 4e place sur la course en ligne des championnats d'Europe en étant l'équipier de Wout van Aert, une 6e place sur Binche-Chimay-Binche ou encore une 2e place sur Paris-Bourges derrière Arnaud Démare. L'année 2024 sera peut-être l'année de l'explosion pour le jeune Belge qui veut jouer la gagne sur certaines classiques flandriennes. Il n'en est pas encore très loin. Aux côtés de Christophe Laporte, Mathias Kelmoz, Nelson Powless et Arnaud Delis, on retrouvera le Suisse Marc Hirschi. Il aura été un maillon fort de son équipe, même s'il n'a pas encore retrouvé son niveau de 2020. Sa saison se sera partagée entre être un équipier et pouvoir jouer sa carte, ce qui a plutôt bien marché quand il le pouvait. Il compte 5 victoires à son palmarès, une étape du Tour de Hongrie, le Tour des Apennins, son championnat national, la Prueba Villafranca Ordiziaco Classicoa et la Coppa Sabatini. Il a aussi ramené 2 classements généraux sur le Tour de Hongrie et le Skoda Tour Luxembourg. Sa première performance a été sa 8e place sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race, suivie rapidement d'une 4e place sur la Rhein-Paraiso. Il compte aussi une 10e place sur Liège-Bastogne-Liège, une 4e place sur Eschborn-Frankfurt, une 2e place sur le Grand Prix des Cantons d'Argot ou encore une 10e place sur la BMR Sea Classics. Avant de partir en Amérique, il a fini 6e sur la Bretagne Classic à 17 secondes du vainqueur Valentin Madouas. Il a ensuite fait 2 top 10 en Amérique avec une 8e place à Québec et une 10e place à Montréal. Sa fin de saison italienne est aussi très solide avec 4 2e places sur le Memorial Marco Pantani, la Coppa Agostini, le Grand Piemonte et la Veneto Classic. Il a fini 4e sur la Coppa Bernocchi et 2 fois 5e sur le Trofeo Matteotti et le Giro del Veneto. Sa dernière saison chez UAE sera très scrutée avec le recrutement opéré par l'équipe où il faudra savoir se faire sa place. Le dernier coureur à avoir fait une saison au-delà de ses espérances est le rouleur italien Filippo Ganna. Il s'est découvert des qualités de grimpeur et de sprinter quand la concurrence était moindre. Des qualités de grimpeur comme en atteste sa 2e place au sommet de l'Alto Colorado derrière Miguel André Lopez sur le Tour de San Juan ou encore sa 10e place sur l'Alto de Malao au Tour d'Algarve. Des qualités de sprinter comme sur la dernière Vuelta avec 3 2e places seulement devancées par Caden Groves et Alberto Dainese. Il a aussi brillé au plus haut niveau sur des classiques avec une 2e place sur Milan-San Remo, une 10e place sur l'E3 Saxo Classique, une 6e place sur Paris-Roubaix ou encore une 4e place sur le Grand Piemonte. Il compte toujours parmi les meilleurs du monde dans l'exercice du contre-la-montre avec sa 2e place au championnat du monde, seulement devancé par Remco Evenepoel de 12 secondes. Il compte 4 victoires dans l'exercice avec une étape sur Tirreno Adriatico, une étape sur le Tour de Wallonie, son championnat national ou encore le seul contre-la-montre de la Vuelta. Il a aussi remporté la première étape du Tour de Wallonie ainsi que le classement général. Celui qui était le meilleur rouleur du monde il y a 1 ou 2 ans se voit maintenant concurrencé par son propre coéquipier Joshua Tarling ou l'actuel champion du monde Remco Evenepoel. À voir l'année prochaine la direction qu'il souhaite prendre. Après les hommes, honneur aux femmes. La première qui se retrouve dans ce classement est pour moi celle qui concurrence Lorena Wiebes pour la place de meilleure sprinteuse au monde, à savoir Charlotte Kohl. La néerlandaise aura fait une saison pleine avec 12 victoires au compteur, 2 étapes sur l'UAE Tour devant notamment une certaine compatriote, une étape sur la Vuelta Femenina, le ZLM Omloop der Kampen Ladies, 2 étapes sur la Rail London Classic, le prologue et 3 étapes sur le Baloise Ladies Tour, le prologue et une étape sur le CIMAC Ladies Tour. Elle a aussi remporté un classement général, celui de la Rail London Classic,
devant Chloé Dygert et Lizzie Deignan. Elle compte aussi de nombreuses places d'honneur avec 4 deuxièmes places sur la deuxième étape de l'UAE Tour, sur le Scheldt Prijs, sur la troisième étape de la Vuelta Femenina et sur la sixième étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Elle compte 3 autres places sur le podium, avec une troisième place sur le Dwarsdoor de Westhoek, une autre sur la première étape du Tour de France Femmes avec Zwift et une dernière sur la première étape du CIMAC Ladies Tour. Elle finit sa saison par une 5e place sur Binche-Chimay-Binche pour dames, une saison pleine qui n'a rien à envier celle des meilleures coureuses du team SD Worx. Savoir qu'elle ne se retrouve pas dans les 10 nominés au Vélo d'Or est une injustice et une preuve de plus que le cyclisme féminin n'est pas très suivi. Aux côtés de Charlotte Kool, on va retrouver l'Autrichienne Christina Schweinberger. Elle aura fait la meilleure saison de sa vie, couronnée par 2 médailles internationales, 2 médailles de bronze acquises de la même manière en contre-la-montre, derrière Chloé Dygert et Grace Brown aux mondiaux, et derrière Marlene Reusser et Anna Henderson aux Europes. Elle a aussi fini 5e sur la discipline au CIMAC Ladies Tour ou encore 2e au chrono des nations. Ces classiques sont réussis avec une 8e place sur l'Omloopet Nieuwsblad, une 8e place sur la classique Bruges de Panne, une 5e place sur Gand-Wevelgem ou encore une 15e place sur Paris-Roubaix. Elle aura réalisé un satisfaisant international Lotto Thuringen Ladies Tour en terminant 5e au classement général derrière Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Mischa Bredewold et Ruby Rosman Gannon. Elle compte aussi une 2e place sur le Elmos Dwarsdooret Hageland derrière Lotte Kopecky, une 9e place sur le Spars Flanders Diamond Tour, une 5e place sur la course en ligne des championnats du monde et une 6e place sur la classique Lorient Agglomération Trophée Ceratizit. Elle finit la saison par un convaincant CIMAC Ladies Tour avec 3 top 10 et une 7e place finale. Une 7e place sur la Grisette Grand Prix de Wallonie et une 2e place sur Binche-Chimay-Binche pour dames. La saison prochaine devra être la saison de la confirmation, mais je n'en doute pas vu la constance de ses performances. La 3e coureuse qui aurait pu légitimement être nominée est la néerlandaise Mischa Bredewold. L'habituelle coéquipière de Demi Vollering, Lotte Kopecky ou de Lorena Wiebes chez le team SD Worx a fait fort cette saison en remportant la course en ligne des championnats d'Europe devant ses 2 coéquipières, Lorena Wiebes et Lotte Kopecky. Elle compte 3 autres victoires, une en World Tour avec la classique Lorient Agglomération Trophée Ceratizit, une en points pro avec la 2e étape de l'international Lotto Thuringen Ladies Tour et une en national avec la Volta Limbourg Classique. La force collective lui a aussi permis de remporter un contre-la-montre par équipe sur l'étape inaugurale du Tour de Thuringe. Elle compte aussi comme autre performance individuelle une 10e place sur la Flèche Brabanson, une 9e place sur l'Elmos Dwarsdooret Hageland et une 3e place sur la première étape du Tour de Romandie féminin. Sur 44 jours de course, son équipe a ramené la victoire 33 fois, ce qui est assez incroyable avec 75% de win rate. La dernière coureuse que nous allons voir est l'américaine Chloé Dygert. Avec ses 23 jours de course, elle n'aura pas souvent couru, mais quand c'était le cas, c'était souvent pour la gagne. Elle finit la saison avec 4 victoires, la plus prestigieuse étant celle acquise lors des championnats du monde de contre-la-montre en étant malade. Elle a aussi remporté ses championnats nationaux, que ce soit en ligne ou contre-la-montre, et une étape sur la Ride London Classic. Elle compte aussi 4 top 10 sur la Vuelta Femenina, 3 top 10 sur la Vuelta a Burgos Feminas, ainsi qu'une 4e place au classement général derrière Demi Vollering, Shirin van Androoij et Ashley Moolman. Elle a aussi fini 11e et 2e sur les premières et dernières étapes de la Ride London Classic, avec une 2e place au classement général à la clé. Elle a fini un grand tour cette saison avec le Giro d'Italia donné, où elle comptabilise 4 top 10 d'étapes. Hâte de la voir sur une saison pleine avec quelques classiques. Après avoir parlé de Christophe Laporte, Nelson Poles, Mathias Kelmoz, Arnaud Delis, Marc Hirschi,
Filippo Ganna, Charlotte Kohl, Christina Schweinberger, Misha Bredewald et de Chloé Dygert. Je tiens à rappeler que c'est ma sélection. Certains coureurs ou coureuses auraient pu se retrouver dans ce mémorial et n'y figurent pas. Leurs saisons m'ont en tout cas marqué, néanmoins dans l'ombre de celles et ceux qui prennent toute la lumière. J'ai bien hâte de me retrouver l'année prochaine pour voir quel nom serait maintenant de sortie.